Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonsoir, Philippe. et bonsoir même. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Enchantée et très heureuse et heureux de vous accueillir donc dans ce webinaire de lancement de la convention Retrouvons le peuple. C'est une convention qui nous tient à cœur et qui, je pense, va matérialiser en fait une sorte de retour du Parti socialiste dans ce qu'il a été et dans ce qu'il doit toujours être. Donc, je me présente Sarah Kérich, conseillère régionale des Hauts-de-France et première fédérale du Nord également, secrétaire nationale à la lutte contre l'extrême droite. Ce sera une des thématiques centrales de cette convention. Je vais laisser présenter Philippe. Et donc Philippe Brun, député socialiste de l'Eure et également secrétaire national à la transition énergétique et donc chargé avec l'excellente Sarah de l'animation de cette convention Retrouvons le peuple. Alors pour vous dire très rapidement, parce que le but c'est qu'on puisse vous présenter les grands axes de la convention, on a souhaité un format où on était un peu ensemble pour le faire de vive voix et surtout pouvoir échanger avec vous sur vos attentes, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans cette convention. J'ai dit on a plus de 700 inscrits au lancement et déjà de nombreux messages de camarades, de militants qui souhaitent qu'on vienne dans leur département et qu'on puisse faire des actions de terrain, faire des fêtes populaires, on y reviendra, et que cette convention soit une convention vivante. Je pense que c'est vraiment notre souhait. Et donc, je vais vous présenter un peu le déroulé de cette soirée de lancement, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va vous présenter avec Philippe les enjeux de la convention, en tout cas, ce que nous, on en attend, les exigences aussi qu'on met derrière et le calendrier de travail qu'on vous propose. Ensuite, les membres du comité de pilotage qui peuvent être présents pourront aussi également prendre la parole, se présenter, présenter les enjeux qui sont liés aussi à leurs secrétariats nationaux respectifs. Et enfin, il y a un temps d'échange avec celles et ceux qui s'inscrivent qui pourront prendre la parole avant un dernier jeu final interactif qu'on vous propose et qui permettra un peu de mettre un peu d'interactivité dans tout ça. Alors, pour prendre la parole, il faudra dans le chat se manifester et nos excellents permanents que je vous remercie pourront vous faire monter en panéliste parce que comme c'est un webinaire, on n'a pas d'accès libre au micro pour que vous puissiez intervenir. Donc, dans un premier temps, présenter les enjeux de cette convention. Alors, c'était une des promesses du Congrès de Marseille, cette convention consacrée aux classes populaires qu'on a voulu nommer avec Philippe le Retrouvons le peuple. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, en fait, c'est pas seulement une convention thématique du Parti socialiste, c'est vraiment une convention qui doit nous servir à retrouver l'ADN de ce que doit être le Parti socialiste, qui est un parti qui se veut représentant des classes populaires, des plus précaires d'entre nous, mais également trouver de nouveaux modes d'action pour pouvoir aller toucher les classes populaires, dont celle de nos régions, Philippe, parce que évidemment, si on mène aussi cette convention, c'est parce que nous-mêmes, en étant élus dans les Hauts-de-France, également dans l'Eure, on a part avec ces gens-là et on a vraiment envie aujourd'hui de pouvoir partager les expériences de terrain qu'on a pu au cours de nos campagnes les uns et les autres récolter et les faire bénéficier à l'ensemble du parti. En effet, il est temps effectivement de s'occuper de manière très sérieuse de ce problème. Nous, la gauche, nous avons été créés à la fin du XIXe siècle pour défendre des intérêts de classe, défendre ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, les ouvriers et les employés. Et progressivement, les ouvriers et les employés se sont détournés de nous. Un chiffre, premier tour de l'élection présidentielle, 37% des ouvriers votent pour Marine Le Pen et seulement 24% pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, 1% pour Anne Hidalgo. On a cette chance d'avoir été stable dans l'ensemble des électorats s'agissant de notre score à l'élection présidentielle. En tout cas, on voit que ce lent décrochage est évidemment inquiétant. Inquiétant car il nous prive du sens de ce pourquoi nous nous battons. Nous, on se bat tous les jours à l'Assemblée nationale, au Conseil régional des Hauts-de-France, sur le terrain, pour la justice sociale, pour défendre les intérêts des plus démunis. Et les plus démunis, aujourd'hui, se détournent de nous. Et cela doit nous inquiéter, cela doit nous empêcher de dormir. Ils se détournent de nous pour s'abstenir beaucoup aux élections et évidemment voter pour le Rassemblement national, qui est aujourd'hui le parti le plus dynamique dans les intentions de vote et qui conquiert de plus en plus les têtes et le cœur des Français en travestissant nos mots, comme l'extrême droite l'a toujours fait, en reprenant nos combats pour les travestir et finalement les abîmer. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette convention qui doit nous réunir avec une volonté très forte, qui est celle de notre premier secrétaire, Olivier Faure, qui a fait de ce sujet le sujet majeur du travail du parti, avec évidemment les deux autres conventions, et qui fera, on aura l'occasion de le rappeler tout à l'heure, l'objet d'une thématique très importante lors de nos prochaines universités
d'été. Voilà, moi effectivement j'ai cette chance d'être le seul député de mon département qui n'est pas membre du Rassemblement national. On a gagné à 350 voix dans des conditions extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, j'ai la conviction, avec toi, Sarah, que le Parti socialiste, qui cherche aujourd'hui un nouveau chemin dans la grande union de la gauche à laquelle nous participons, le Parti socialiste doit être ce parti populaire, ce parti des classes populaires et des classes moyennes. Et c'est tout l'enjeu des travaux que nous allons engager ensemble. Tout à fait. Alors, il y a déjà un grand travail, je pense, de définition de ce qu'on va faire. C'est le but de la convention. Parce qu'aujourd'hui, on parle de classe populaire, mais est-ce qu'on sait bien de quoi on parle? Est-ce qu'il y a encore des classes populaires? Est-ce qu'il y a encore un sentiment de classe? Moi, je pense que ce n'est pas si évident que ça. Et malheureusement, après plusieurs décennies de néolibéralisme, les classes populaires, elles sont aujourd'hui divisées entre elles. On a trop souvent opposé les travailleurs aux bénéficiaires des minima sociaux qu'on a appelés à tort des assistés, aux immigrés, etc. Et donc, on est face aujourd'hui à des enjeux de définition des classes populaires et, on va dire, de sociologie qui ne sont pas les mêmes que dans les années 60, 70 ou 80, où effectivement, il y avait un sentiment de classe. On parlait de classe ouvrière et c'était aussi une véritable fierté d'y appartenir. Et c'était le cas de beaucoup de nos aïeux pour certains adhérents du Parti socialiste, notamment dans des régions industrielles. Mais cette fierté-là, elle faisait partie d'un sentiment général d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à une histoire. Et donc, le cheminement naturel de cette appartenance, c'était d'être carté dans un parti de gauche, donc au Parti socialiste ou au Parti communiste, et dans un syndicat. Et donc, ce lien-là, il s'est délité. On en connaît les raisons historiques et économiques avec la montée du chômage, la fragmentation du travail, la désindustrialisation dans beaucoup de nos régions. Fait qu'aujourd'hui, l'adhésion déjà à un parti politique, elle est plus si évidente qu'avant, mais dans ceux qui adhèrent, on est effectivement coupé des classes populaires qui, pourtant, comme tu disais, Philippe, ont fait leur travail pour vivre et qui seraient les premières à être bénéficiaires de politiques de gauche. Donc, tout le sujet, ça va être celui de définir à qui on s'adresse, comment on s'adresse et quels moyens d'action on a, nous, pour faire de la politique avec et pour eux. J'insiste sur le avec, et c'est l'objet de la prévention, d'associer les gens en fait, au mode d'action qu'on va mettre en place. Ce n'est pas seulement d'être dans un effet d'observation et d'analyse qui est nécessairement un passage obligé, mais qui n'est pas seulement le rôle de la grande partie politique de gauche tel que l'est le Parti socialiste. Il y a nécessairement un besoin d'associer, de comprendre, d'analyser et aussi d'aller sur le terrain. Pour reprendre les grands temps de la Convention, je pense qu'on peut passer une slide de présentation qui va permettre aussi de visualiser un peu ce que nous avons déjà, nous, préparé et ce que nous souhaitons vous proposer ce soir. Donc, cette convention, déjà, je tiens à remercier celles et ceux qui participent déjà à travers le comité de pilotage qui comporte plusieurs secrétaires nationaux qui pourront ensuite prendre la parole également pour se présenter. On a vraiment souhaité que ce soit un sujet transversal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus le sujet, par exemple, de la lutte contre le RN qu'un autre qui soit utilisé. Retrouver le peuple, c'est aussi un sujet qui passe par comment on résout la fracture territoriale, comment on s'occupe des familles monoparentales. C'est un sujet, je pense, qui aujourd'hui fait partie aussi des combats à l'Assemblée, Philippe. Comment on s'adresse aussi aux quartiers populaires, parce que quand on dit catégorie et classe populaire, on ne parle pas seulement d'une ou d'autre de ces classes-là, mais bien de l'ensemble des classes populaires qui ont un intérêt convergent à se sentir appartenir à un même ensemble. Et ce comité de pilotage, il a déjà travaillé en proposant notamment le calendrier qu'on va vous présenter dans un instant. Aussi, peut-être parler de la parité populaire que tu veux mettre en place au sein de ce comité. Oui, absolument. On a décidé de ne pas faire un travail en chambre, car souvent, on parle des classes populaires, on parle des gens qui travaillent dur, mais finalement, on ne les associe pas à ce qu'on fait. Et donc, on a décidé d'appliquer ce principe de parité populaire que nous avions un peu inventé avec Laurence Rossignol dans une tribune qu'on avait publiée dans Libération. Et donc, l'idée, c'est de dire, d'associer effectivement des gens de notre parti, des militants, et ils sont très nombreux, je suis sûr qu'ils sont très nombreux à être connectés, qui sont dans nos sections. Car contrairement à ce qu'on peut penser, le Parti socialiste n'est pas un parti de cadres. Moi, je m'en rends compte quand je fais le tour des fédérations. Il y a dans nos sections des gens qui sont femmes de ménage, qui sont caissières, qui travaillent dur tous les jours, qui sont fonctionnaires de catégorie C. Il y a des hommes aussi qui sont intérimaires, qui travaillent et qui, aujourd'hui, dans nos sections, ont aussi envie de s'exprimer. Et donc, on propose effectivement d'associer à ces profils militants populaires, les associer au comité de pilotage. Alors évidemment, le comité de pilotage qui est aussi composé à parité aujourd'hui aussi des tendances dans des textes d'orientation de notre parti. Vous voyez les noms là sur
la diapositive qui vous est projetée. Mais voilà, on propose effectivement des personnes supplémentaires. Donc, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs pour candidater, Sarah. Eh bien, tout simplement, vous pouvez nous écrire. Donc, on enverra à la fin de cette convention un compte rendu et puis un mail générique de la convention. Donc, vous pouvez nous écrire si vous souhaitez vous aussi participer à ce comité de pilotage et pouvoir aussi accueillir des actions dans votre fédération, faire partie un peu des forces vives qui vont nous aider à mettre en place et à faire vivre cette convention sur le terrain. Peut-être sur le calendrier et les modes d'action, on peut continuer les slides de présentation. Donc, le calendrier, il est assez simple, mais assez dense, parce qu'effectivement, on va commencer par la fin. On souhaite qu'il y ait un temps fort aux universités d'été à Blois, avec un premier retour sur les enquêtes et les orientations de la Convention. Et donc, à partir de là, ça nous laisse les mois précédents pour y travailler. Donc, dès après ce webinaire de lancement, nous souhaitons organiser du mois de mai au mois de juillet des commissions d'enquête citoyennes qui seront organisées pour recueillir en fait les éléments d'information. Ça peut être assez varié sur des luttes locales, sur aussi des raisons un peu plus philosophiques ou sociologiques, en auditionnant des chercheurs, des experts, mais aussi des écrivains sur le sujet. Donc l'ensemble de ces commissions et de ces auditions, elles seront dans la mesure du possible retransmises, parce qu'on souhaite encore une fois vraiment que ce travail soit ouvert et accessible à tous. Et elles se feront tant bien ici, lorsqu'on aura des auditions à faire sur des sujets assez précis, qu'en région, là où on aimerait pouvoir être le plus possible, à minimum plusieurs fois par mois, pour rencontrer justement les personnes qui souhaitent nous parler dans le cadre de cette convention. Les auditions, je pense que c'est important qu'elles ne soient pas que faites envers des experts ou des professionnels de la politique ou du sujet, mais aussi qu'on auditionne des salariés en lutte, des salariés précaires, des travailleurs des plateformes, pour qu'on puisse vraiment, voilà, que le mot de commission d'enquête citoyenne prenne tout son sens. À côté de ces auditions et de ces commissions-là, nous souhaitons aussi faire un porte-à-porte de questionnaire d'écoute. En fait, le but, c'est de travailler un track sous forme de questionnaire, donc on est en train de mettre en place, et d'aller faire du porte-à-porte dans des villes qu'on aura ciblées préalablement en raison des résultats électoraux, mais aussi parfois des caractéristiques géographiques, hein, des villes périurbaines, des secteurs ruraux ou des quartiers populaires en pleine métropole, et qu'on puisse comme ça avoir un panel de représentation de villes qui soit à l'image de la France, et que les retours de ce questionnaire d'écoute puissent nous servir pour, dans un second temps, retourner dans ces endroits-là et pouvoir un peu cibler aussi ce qu'on va tenir comme discours. Et enfin, des tables rondes et des réunions publiques qu'on souhaite faire aussi là, un peu partout en France, mais qui ne sont pas seulement des conférences, parce que je pense que vous avez compris, le souhait, c'est que cette convention elle soit vivante, qui soit aussi ponctuée de fêtes populaires. Je pense qu'on tient vraiment aussi à ce que la convivialité et la joie, elles fassent partie de nos modes d'action. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on va aller chercher les plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont le plus éloignés de la politique et qui parfois ont du mal à franchir la porte d'une réunion politique publique, parce que voilà, ça demande des codes, ça demande peut-être aussi de se rapprocher de sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter au quotidien. Et donc, les rassemblements festifs, on veut vraiment que ce soit un peu le cœur de cette convention. En effet, j'ai proposé au comité de pilotage qu'on organise un peu ce que j'essaie de faire aussi sur mon territoire et qui fonctionne vraiment bien. Donc d'abord, effectivement, voilà, ouvrir une salle des fêtes où les gens dans un village, dans une ville ou dans un quartier viennent et puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur, sans que la parole soit coupée, sans que le débat finalement laisse la part belle aux orateurs nationaux. Voilà, un moment où on est finalement une sorte de grand débat qui n'a jamais eu lieu. Voilà, le grand débat des Gilets jaunes qui était un débat entre élus locaux, qu'on est là un vrai débat avec les gens qui puissent entrer et dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis effectivement, Sarah, l'idée aussi de faire des événements festifs. Voilà. C'est quoi la fête populaire? Là aussi, tu étais venue, Sarah, à Léry, dans l'heure pour voir. Eh bien, l'idée, c'est de faire des moments où vous avez des frites, des trampolines, des auto-tamponneuses, et puis au milieu, un atelier sur le féminisme, un atelier sur le travail, un atelier sur le pouvoir d'achat, et finalement, voilà, faire rentrer la politique à des endroits où elle n'est pas aujourd'hui, en attirant un public nouveau. Et c'est vrai que ça avait très bien marché. On propose de dupliquer ça. Et puis, tu l'as rappelé, Sarah, 25, 26, 27 août, chers camarades, notez cette date. C'est la date habituelle de nos universités d'été à Blois. On aura un premier retour sur les enquêtes des premières orientations et aussi un événement qui sera organisé dans un des quartiers populaires de cette belle ville de Blois.
Pour terminer enfin, parce que le but d'une convention, c'est aussi que le Parti socialiste donne des propositions concrètes après l'ensemble de ces cycles de travail. Donc, un vote militant et une convention citoyenne qui se tiendront en fin d'année 2023. Et le but, c'est que le Parti socialiste puisse dire, voilà, là, on a travaillé, là, on a réfléchi, on a fait du terrain, on a rencontré des gens, on les a associés aussi à notre travail. Et donc, quelles sont les propositions fortes du Parti socialiste pour les classes populaires? Je pense qu'il faut s'interdire absolument rien comme réflexion. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche, toujours en étant dans une optique de transversalité des sujets qu'on aborde. Je pense que ça fait partie des discussions qu'on aimerait avoir ensemble ce soir. Je pense que le sujet du travail sera évidemment au cœur de cette convention, parce que le travail, les travailleurs sont un sujet essentiel si on veut renouer avec les classes populaires. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on propose là-dessus? Je sais que nous, on a déjà travaillé sur la proposition notamment de garantie d'emploi, avec une généralisation des expérimentations des territoires zéro chômeur, mais pas seulement. Est-ce que cette garantie d'emploi, on peut l'élargir au secteur de la transition écologique? Il y a beaucoup de propositions aussi qui iront dans le sens de la jeunesse, et je pense que ça doit être l'un de nos objectifs, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les jeunes puissent demain se réintéresser à la politique et revenir au sein du Parti socialiste pour porter des propositions fortes envers la jeunesse. Alors, on a déjà proposé, nous, le minimum jeunesse, mais peut-être faut-il aussi aller plus loin dans le fait d'inclure la jeunesse au fait politique. Je pense que l'écologie populaire également, c'est un sujet d'avenir. Là, on a énormément de contestations par rapport aux zones à faible émission qui vont être mises en place dans les métropoles dans les prochains mois, les prochaines années, et qui commencent à l'être de plus en plus, et qui malheureusement posent vraiment un problème de rupture par rapport à ceux qui n'ont pas d'offre de transport alternative et qui n'ont pas les moyens aussi de changer de véhicule. Et donc ces contestations-là, elles sont impopulaires parce que cette écologie-là, elle est mise en place sans acceptabilité de la part des personnes qui normalement devraient en être les premières bénéficiaires parce que c'est elles qui habitent dans des villes qui sont un peu plus polluées qu'ailleurs. Donc voilà quelques réflexions transversales, mais le but, c'est bien évidemment qu'on puisse en échanger ensemble et qu'on ne s'interdise aucun sujet de débat dans cette convention. Oui, bon, je pense que tu as dit l'essentiel. Hein. On ne va pas évidemment défricher tous les sujets dès maintenant, mais vous l'aurez compris, chers camarades, ça va être un moment évidemment passionnant entre nous. Voilà. Où on va faire à la fois du travail évidemment intellectuel avec les commissions d'enquête citoyenne et puis du travail de terrain. Et je pense on doit retrouver aussi le goût du terrain, pas seulement pendant les campagnes électorales. On n'a pas d'élection cette année. Les prochaines, c'est les européennes en 2024. Et donc, je pense que ça va créer de l'animation aussi dans les fédérations, d'aller faire les questionnaires, d'aller faire les porte-à-porte, d'organiser ces événements dans nos salles de quartier, dans nos salles des fêtes. Et donc, on a vraiment hâte de démarrer ça avec vous et ça commence ce soir. Alors, on va donner la parole à nos membres du comité de pilotage donc, qui sont en ligne. Je sais qu'il y a donc Boris Vallot, Charlotte Picard et Linoué Descamps qui font partie de ce comité de pilotage qui sont avec nous ce soir. Donc, est-ce qu'on pourrait les faire intervenir? Moi, je veux bien les jeunes. Vas-y, Boris, on Je te connais, toi. Salut les gars. Bon, ça marche mieux que tout à l'heure sur Twitch, Philippe. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Non, simplement, d'abord, vous remercier pour cette initiative et puis pour la conduite de ce chantier que vous menez d'une main de maître. Simplement, moi, dire pourquoi c'est important de parler des classes populaires. D'abord parce qu'effectivement, c'est le sens de notre engagement, que c'est une condition pour parler à tous, que c'est le cœur d'un projet qui est celui des socialistes, qui est un projet émancipateur, et qu'en effet, il y a un tel décrochage qu'il faut se rappeler systématiquement pour qui on se bat. Moi, la suggestion que je ferai, je crois que c'est ce que le terrain peut nous permettre de faire, c'est qu'on fasse de la on le disait tout à l'heure en discutant avec Philippe, regarde le temps que notamment les classes populaires passent dans les transports, que ce soit dans les transports individuels ou dans les transports collectifs. Regardez la difficulté d'accès à un certain nombre de services publics, aux soins. Regardez la difficulté parfois de compréhension même d'un certain nombre de politiques publiques. Un dossier de demande d'aide unique, c'est 24 pages, dont une page, quand c'est pour un enfant, d'écrire le projet de vie de l'enfant. Les gens veulent que la République fonctionne au quotidien pour eux. Et je crois qu'il faut se mettre à cette hauteur-là, celle qui permet de vivre tout ce qui empoisonne et emmerde les Français au quotidien, la difficulté à changer de banque, à changer d'assurance,
avoir des transports en commun, aller chez le médecin, à faire garder ses enfants, c'est, à mon avis, ce qui doit d'abord nous préoccuper. Donc voilà, simplement un petit message pour dire que je trouve que la façon dont les choses sont engagées sont tout à fait intéressantes et le groupe socialiste essaiera, pour ce qui le concerne, d'avoir une contribution dans ce débat. Nous recevons dans quelques semaines des chercheurs autour de la question des classes populaires en milieu rural, avec deux angles, les femmes qui tiennent la campagne et les jeunes sans diplôme et leur parcours. Et donc ce regard croisé va nous permettre aussi d'apporter, je pense, de l'eau au moulin de notre réflexion. Voilà, je ne vous embête pas plus. Je retourne au pays de la chocolatine. Merci Boris pour cette intervention en direct du CDI du collège de Dax. On a bien Oui, aimé le c'est voilà. Exactement. Merci. On passe peut-être à l'intervention suivante, Sarah. Alors, il y a également Charlotte Picard qui est en ligne. Charlotte, vient de Metz. Oui, moi j'appelle du pays du pain au chocolat, qui est bien plus étendu que le pays de la chocolatine. Non, trêve de plaisanterie, je suis effectivement, comme Boris, très contente de vous retrouver ce soir et du programme que vous nous avez présenté. Moi, je vais vous parler du sujet qui m'intéresse en tant que secrétaire national, même si tous les sujets m'intéressent en soi. Mais la monoparentalité est une situation qui vous laisse dans les classes populaires pendant plus longtemps que les autres. Pourquoi ? Parce que si on est dans un foyer monoparental, il n'y a qu'un seul salaire pour plus de personnes. Et donc, vous restez dans les catégories populaires plus longtemps parce que vous restez dans le besoin du service public et des biens communs pour vivre dignement et pour élever dignement vos enfants. Donc, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre, à voir. C'est compliqué à faire comprendre à ses collègues parfois qu'avec le même salaire qu'eux, vous ne pouvez pas faire un crédit pour acheter une voiture. Il faut voir aussi que quand on est un parent solo, alors il n'y a pas que des mères célibataires, il y a aussi des pères célibataires. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Donc je vais essayer, quand je prends la parole sur ce sujet-là, de considérer les pères qui élèvent des enfants seuls aussi. Mais force est de constater que c'est souvent des mères. On a donc un accès au travail qui est différent. On est sûr maintenant que à travail égal, salaire inégal, donc on est moins bien payé que les hommes. Les femmes célibataires avec des enfants, on leur demande systématiquement qui s'occupe des enfants, alors qu'on ne demande absolument jamais à un homme qui met sur son CV qu'il a 2 enfants, 3 enfants, qui s'en occupe. Donc on a un accès au travail qui est plus compliqué, un accès à un salaire décent qui est plus compliqué. Et ensuite, il y a toute la charge mentale qui vient avec. Qui fait qu'on doit des fois même s'occuper d'organiser le temps de garde de l'autre parent quasiment autant que les temps qu'on a nous-mêmes avec nos enfants. Et tout ça en ayant des loyers qui ne sont pas bien moindre de quand on était en couple, parce que mine de rien, le nombre de chambres reste à peu près le même, le nombre de machines à laver dans l'appartement, le nombre de gazinières dans l'appartement, et toutes ces choses-là qui demandent de la trésorerie pour leur entretien restent le même. Et pourtant, il n'y a qu'un seul salaire qui rentre à la maison. On a souvent des réactions en face des employeurs ou des structures auxquelles on peut participer qui disent « ne t'inquiète pas, ça tu le payes, mais tu peux défiscaliser ». Mais en fait, non, parce qu'on met beaucoup plus de temps à atteindre une richesse suffisante pour pouvoir payer des impôts. Donc, on ne défiscalise pas. Et je sais que je parle à beaucoup de camarades socialistes. Si j'avais quelqu'un avec qui je partageais mon foyer fiscal, mes adhésions au Parti socialiste, par exemple, me coûteraient beaucoup moins cher. Et c'est pareil pour toutes les mères célibataires et tous les pères célibataires qui nous écoutent et ceux qui ne nous écoutent pas. Et moi, je voudrais... voilà, maintenant que j'ai fait l'état des lieux de tout ce qui n'allait pas, de ce pouvoir d'achat, de ce temps que les parents célibataires n'ont pas,
de tous les sacrifices que tous les parents doivent faire, mais que les parents célibataires doivent faire encore plus, à savoir, est-ce que quand ils sont en maternelle, en primaire, on prend un travail à temps plein, ou est-ce qu'on leur permet d'avoir des parents à 4 heures pour qu'ils puissent avoir des amitiés parce qu'ils ne sont pas à la crèche jusqu'à 18h30, mais parce qu'on les récupère à 4 heures pour récupérer les enfants des autres, pour aussi avoir des gens qui viennent nous aider parce que de temps en temps, on ne peut pas les récupérer nous à 4 heures, et donc créer cette solidarité-là en la forçant parce qu'on a sacrifié notre travail. Enfin, tout ce schéma dans lequel toutes les familles monoparentales et a fortiori celles qui sont loin d'un salaire décent se posent toute la journée et toute la semaine jusqu'à ce que les enfants soient approximativement indépendants. On m'a dit il n'y a pas trop longtemps que l'indépendance des enfants arrivait après la trentaine. J'ai bon espoir. Mais tout ça serait sans doute résolu. Alors évidemment, si tout le monde avait un pouvoir d'achat décent, si les services publics fonctionnaient effectivement correctement, si tout allait bien mieux dans notre société, ça c'est sûr, et c'est ce sur quoi politiquement nous devons œuvrer, nous en tant que socialistes, pour que les services publics soient efficients, bêtement, qu'on n'ait pas besoin d'attendre 1h30 chez le médecin, parce que quand on a 2 ou 3 enfants en bas âge pour aller faire les vaccins, 1h30 d'attente, 2 heures d'attente dans la salle d'attente du médecin, c'est vraiment insupportable, et comme on est seul, on ne peut pas les faire garder par l'autre. Mais on a aussi besoin de créer une société qui soit moins individualiste. C'est-à-dire que l'entraide existe vraiment. Et je pense que, vous savez, il y a ce dicton africain, mais que le monde global a repris, c'est ça prend un village d'élever des enfants. Je pense que nous avons besoin aussi, nous, de recréer des villages, de recréer des liens entre nous qui nous permettent de s'entraider bêtement. Et je pense que le Parti socialiste serait un bon endroit pour commencer cette solidarité-là, parce que tendre la main à l'autre, ça fait toujours du bien, et quand on nous tend la main, ça nous fait aussi toujours du bien. Donc voilà, j'espère que au-delà de simplement, si c'était simple, mais au-delà de toutes les politiques publiques que nous pouvons mettre en place, il y a aussi un petit peu moins d'individualisme à mettre en place, et ça commence par ceux qui sont juste à côté de nous, c'est-à-dire nos camarades dans nos sections. Je suis très contente de cette idée de fête où on pourra réfléchir en même temps, parce que c'est un peu ce qui nous a manqué ces derniers temps, la capacité d'être ensemble joyeusement et de faire en sorte que nos vies, même quand elles sont difficiles, soient joyeuses. Et quand on aura toute cette joie-là, on pourra se battre encore plus efficacement contre toutes ces politiques publiques qui nous empêchent. Et voilà, donc j'espère qu'à Blois, nous aurons bien avancé et que nous aurons quelque chose de solide, et que nous allons réussir à faire en sorte que les classes populaires se tiennent la main aussi, et qu'on trouve des solutions pour sortir le fait de faire partie d'une classe populaire, du fait de ne pas être dans la dignité et dans l'éducation de nos enfants et dans notre vie quotidienne. Voilà, je vous remercie mes camarades, et je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure peut-être. Merci Charlotte. Nous avons Laurent Baumel qui est aussi avec nous ce soir. Oui, merci Sarah, bonsoir. Moi je vais être aussi bref que possible, et que Boris, en vous disant que moi je suis très heureux que cette convention soit lancée, parce que d'une certaine manière, je l'attends et je la réclame depuis pratiquement 20 ans. Il y a 20 ans, nous avons subi, avec la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle, un choc terrible, qui a d'ailleurs beaucoup pesé sur l'histoire du Parti socialiste, dont nous avons longtemps, et dont nous payons encore sans doute les conséquences. Or, le paradoxe, c'est que Lionel Jospin avait été un bon Premier ministre, qui avait eu des résultats sur le terrain du chômage, et qui avait d'une certaine manière tenu ses promesses, et qui avait été fidèle à ses valeurs. Simplement, une grande partie des couches populaires, les gens qui n'étaient pas au chômage, mais qui avaient du mal, avec des petits salaires, à tirer les bénéfices de leur intégration dans le monde du travail, ne s'étaient pas sentis finalement représentés, ou n'avaient pas eu le sentiment que nous avions gouverné pour eux. À la fin du quinquennat de Jospin, les questions de pouvoir d'achat, dont on avait peu parlé jusqu'ici, étaient vraiment revenues en force sur le devant de la scène. Je dirais que dans les 10-15 ans qui ont suivi, nous avons tourné autour du pot, tourné un peu autour de ce problème, mais sans en faire non plus l'axe central
de notre offre politique. Quand nous sommes revenus au pouvoir en 2012 avec François Hollande, la question du chômage était de nouveau présentée comme la seule question sociale que nous devions traiter. Après, il y a eu des débats par ailleurs sur la façon dont on l'avait traité, mais je ne reviens pas là-dessus. Mais disons que cette cécité sociologique ou cette difficulté à appréhender la situation du corps central de la société française, de ces couches populaires intégrées, de ces couches moyennes qui sont dans le monde du travail, mais qui ont du mal à tirer des revenus de leur travail, n'a pas non plus été correctement appréhendée au cours du quinquennat Hollande. Et dans le fond, il a fallu attendre le mouvement des Gilets jaunes assez récemment pour que cette question devienne, dans notre propre réflexion, dans celle de beaucoup de gens, mais dans la réflexion des socialistes, une question centrale. Elle rejoint aujourd'hui à l'évidence la question des territoires oubliés de la République. Il y a un lien entre les déterminants, disons, socio-professionnels et la question du lieu de résidence. Il y a aussi une indépendance entre ces deux questions, mais l'une et l'autre, dans leur lien et dans leur indépendance, construisent dans le fond la nouvelle question sociale. Et on sent bien aujourd'hui, quand on regarde une carte électorale, quand on regarde les résultats des dernières séquences électorales, qu'il y a un enjeu stratégique fondamental pour la gauche française d'être capable d'aller reconquérir ces couches populaires et moyennes intégrées et ces territoires oubliés de la République. Et je pense pour ma part, et je termine là-dessus, qu'au sein de la NUPES aujourd'hui, c'est par ailleurs la vocation particulière du Parti socialiste que de prendre à bras-le-corps cette question, parce que je pense que par notre expérience et par notre histoire, et par nos implantations, nous sommes sans doute les mieux outillés pour essayer d'amener des réponses aujourd'hui à ces questions. Donc je me félicite de cette convention et j'espère que nous pourrons tous ensemble mener ce travail absolument indispensable pour la reconquête des couches populaires. Merci beaucoup Laurent, et c'est l'occasion aussi pour nous, Sarah et moi qui sommes deux jeunes animateurs, on a 30 ans, 31 ans chacun, de te remercier aussi pour le combat que tu mènes depuis très longtemps avec les élus de ce qui s'appelait avant la gauche populaire. Et aujourd'hui, finalement, on vous donne raison, alors c'est peut-être un peu trop tard, en faisant cette convention. Je crois que nous avons Laure Botella, qui est aussi une de nos secrétaires nationales, qui est connectée. Donc, Laure, nous te passons la parole. Oui, bonsoir. Je suis désolée, je pensais que ce serait d'abord Ninoé qui parlerait, donc du coup, je n'étais pas préparée. Donc oui, je suis secrétaire nationale adjointe, en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes et des politiques d'égalité, donc auprès de la secrétaire nationale aux droits des femmes. Donc évidemment, c'est principalement de ce sujet-là dont je vais parler aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que disait Charlotte tout à l'heure à propos des familles monoparentales, rappeler aussi que, y compris au sein du couple, il y a en fait, les inégalités sont également très présentes, puisque dès l'enfance, en fait, dès qu'il va y avoir l'arrivée d'un enfant, en fait, les femmes vont d'un coup travailler beaucoup moins pour assurer les responsabilités domestiques et familiales. On sait en effet que lors de la naissance, un enfant entraîne une modification d'activité de 40% des femmes et seulement 6% des hommes pour les hommes. Donc, et ça, c'est évidemment sans parler des doubles journées qui sont même passées à des triples journées avec le télétravail. Autre point, concernant la précarité en général, donc évidemment la précarité de tout le monde est évidemment un enjeu qui est crucial contre lequel il faut lutter. Mais en fait, on sait qu'un tiers des travailleurs gagnent moins de 1 500 € par mois. Et en fait, ce sont en particulier des femmes, puisqu'elles représentent 67% des travailleurs pauvres. On pourrait penser que c'est une question d'égalité salariale parce que tous les ans, on entend ces chiffres qui sortent régulièrement. Qu'il y a 9% d'écart salarial entre un homme et une femme à poste égal. Voilà, chaque année, à une certaine date, on dit que les femmes commencent à travailler gratuitement. Et on sait par ailleurs qu'il y a à peu près 5-6% des entreprises qui verseraient un salaire égal à poste égal. Donc, c'est profondément injuste, c'est profondément discriminatoire, puisque la seule raison, c'est le genre de l'employé. Mais en fait, ça va au-delà de ça, puisque là, on parle à poste égal, mais pas de fiche de poste ou de compétences égales. Donc, moi, il y a un exemple que j'aime bien utiliser, c'est celui de l'hôtesse d'accueil. Donc, c'est un métier qui est particulièrement féminin.
Voilà, l'hôtesse d'accueil, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accueillir des invités, elle va parler plusieurs langues, hein, généralement, elle va répondre au téléphone, elle va vérifier les identités. En fait, l'hôtesse d'accueil, elle est en moyenne payée 2 000 € bruts par mois. Et dans le même temps, on va prendre l'exemple d'un huissier au Sénat qui, voilà, de la même façon, donc, parle plusieurs langues, répond au téléphone, accueille les invités, vérifie les identités. Et en fait, dans la majorité des cas, ce sont des hommes. Et eux, en fait, vont gagner en moyenne 7 500 €. Donc, on voit en fait que juste sur les fiches de poste, finalement, qui sont quand même assez similaires, on voit des inégalités de salaire qui sont vraiment gigantesques. De la même façon, on sait que les femmes occupent majoritairement les emplois précaires, puisque 70% des temps partiels et 62% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes. Et généralement, c'est ce qu'on appelle des temps partiels qui sont subis, puisque un tiers des travailleurs à temps partiel souhaiteraient davantage travailler. Et ça, c'est évidemment en prenant en compte aussi les femmes qui vont travailler moins uniquement pour s'occuper de leur famille et qui passent du coup à des... Et donc là, auquel cas, en fait, si on les inclut dedans, on va passer à la moitié des temps partiels qui seraient subis. Et donc, c'est tout ça qui fait finalement que les femmes... il y a une précarité qui est véritablement genrée et qui fait que les femmes, finalement, sont les premières victimes, sont les principales victimes de la précarité. Et on le voit y compris. Là, en fait, une étude est sortie dernièrement concernant en fait, les augmentations et l'inflation des produits d'hygiène. Et en fait, on apprend que voilà. On apprend que tout a augmenté, hein, il y a eu de l'inflation pour tout, mais en fait, ce qui a eu le plus d'inflation et d'augmentation dans le rayon hygiène, c'est ce qui va être l'hygiène féminine, puisque en un an, elle a augmenté de près de 10%. Donc, c'est-à-dire que, voilà, même là-dessus, finalement, même lors des achats de produits nécessités purement féminins, elles sont véritablement pénalisées, quoi. Donc, voilà, c'était principalement de ces sujets-là dont je souhaitais parler et dont je sais qu'ils seront abordés durant cette commission et durant cette convention. Et voilà. Merci beaucoup, Laure. Alors, dernière intervention d'une des membres de notre comité de pilotage, c'est Ninoué Descamps. Tu as la parole. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et tous. Alors, merci déjà Philippe et Sarah pour l'animation de cette convention nationale sur la reconquête. Alors, la reconquête, ce n'est pas un mot qu'il faudrait utiliser pour la convention nationale Retrouvons le peuple, parce que c'est un gros et beau défi que dans le Var, on va prendre à cœur, parce que malheureusement, on n'a plus rien dans le Var, hein, on n'a plus d'élus. Même au niveau d'opposition dans le conseil régional, dans le conseil départemental, au niveau des maires, on n'a plus de maires majoritaires, on n'a plus de sénateurs, on n'a plus de députés. Donc, c'est quelque chose qui va nous intéresser sur des départements très particuliers. Je pense aussi aux Pyrénées-Orientales. Et en tant que secrétaire nationale adjointe à la veille contre l'extrême droite que je partage avec Sarah Kerich, on va, à mon avis, il y a deux pans de l'électorat qui va nous intéresser. Il y a le vote abstentionniste qu'il va falloir aller chercher, bien évidemment, et il y a aussi le vote RN où il va falloir s'interroger sur comment les classes populaires et les classes les plus précaires se sont déportées de la gauche dans le Var. Hein, ça a été fait dans les 30 et 20, enfin les 20 et les dernières années sur l'électorat RN. On sent une grosse colère dans le Var sur le désengagement de l'État et notamment le recul des services publics qui fait que l'électeur va voter sur ce qu'ils estiment être une voie d'opposition pour eux, et c'est l'électorat RN. Enfin, c'est le vote RN. Il va falloir qu'on travaille sur ce sujet, mais ça va être c'est ce que j'appelle souvent un travail de fourmi, parce que ça va être parler
personne après personne, dans les communes où ça vote le plus RN dans le Var. Je rebondis sur ce qu'avait dit Charlotte quand elle dit recréer du lien. C'est précisément ce qu'on essaie de faire dans le Var, justement, recréer du lien. C'est contrer la colère et l'individualisme qui est le credo du RN. Ça va passer par parler au milieu associatif, parler à les Gilets jaunes, par exemple. Ça a été évacué par le gouvernement, mais ça a été quelque part une fronde, une colère qui n'a pas été prise en considération par le gouvernement. Et je crois que ça, c'est une grande faute parce que la colère, elle est larvée et elle monte petit à petit. Il va falloir reparler à cet électorat qui vote RN ou qui parfois ne vote même plus. Comment on fait revenir techniquement cet électorat dans le giron de la République et dans le giron du vote républicain du Parti socialiste. À mon sens, c'est en expliquant et en démasquant la supercherie du RN, parce que le RN à l'heure actuelle mystifie un peu quelque part sa parole publique en disant qu'ils sont les plus à même à défendre l'électorat populaire et l'électorat précaire. Je pense notamment à des travailleurs dans le Var qui n'ont plus les moyens de se loger, qui n'ont plus les moyens ne serait-ce que se déplacer sur leur lieu de travail. Et il va falloir qu'on, en parallèle de déconstruire le langage du RN, parce qu'ils n'ont aucun moyen, ils nous l'ont prouvé à maintes et maintes reprises, ils ne font rien contre ces travailleurs précaires. Et c'est à nous de montrer que le vote en faveur du Parti socialiste est le meilleur moyen de régler cette colère qui est sourde, hein, qui est assez révolutionnaire quelque part aussi, hein, parce qu'on les voit dans le département du Var, il y a vraiment une colère qui est très sourde et qui est, j'ai l'impression, inentendue des pouvoirs publics. Voilà, alors je crois que la convention Retrouvons le peuple, bon, dans le Var, je vous le dis honnêtement, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, ça peut être le laboratoire de ces nouvelles idées, de cette nouvelle manière de parler au peuple qu'on peut mettre en application. Merci Ninoué. Et j'en profite aussi pour te remercier parce qu'on fait un très bon travail à deux sur la lutte contre l'extrême droite. Alors ça vient un peu percuter le lancement de la convention, mais je le dis aussi, on va très rapidement lancer les travaux du secrétariat national. Et c'est évidemment un axe majeur de cette convention, parce que qui dit perte du vote des classes populaires dit report soit massif vers l'abstention. On a aujourd'hui des mécanismes d'abstention qui ne sont pas une abstention de rejet de la politique, mais au contraire, je pense, une abstention d'exigence envers l'offre politique qui n'est pas satisfaisante aux yeux de ceux qui votent plus, mais évidemment un report vers le RN. Et nous, on voit très bien dans nos régions, notamment dans l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, où l'électorat peut tout à fait voter pour un maire socialiste ou communiste sans aucun problème, et voter pour un député ou une présidente, en tout cas une candidate à la présidentielle issue du Front National, du Rassemblement National désormais. Il n'y a pas de contradiction pour eux parce que les élus locaux, ils les connaissent, ce sont des élus qui agissent, qui sont présents, visibles, qui changent les choses au quotidien, donc ils n'ont pas de problème à voter pour des élus locaux de gauche. Mais nationalement, aujourd'hui, ceux qui leur apparaissent comme défendent leurs intérêts de classe, eh bien, malheureusement, sont issus des rangs du RN. Et je pense que c'est là des combats majeurs que cette convention doit se donner comme objectif. Merci vraiment les amis et camarades du COPIL pour ces interventions de très bonne qualité. On voit qu'on a beaucoup de chance d'être entouré par des secrétaires nationaux qui travaillent et qui sont à la tâche pour faire de cette convention un vrai moment vivant. On a maintenant un temps d'échange avec l'ensemble des militants qui sont là ce soir inscrits à ce webinaire. Alors, je vous propose de lever la main pour prendre la parole et on vous fera monter en tant qu'intervenante. On ne peut pas de sommet intervenir comme c'est un format webinaire. À ce stade, on a un peu moins d'une dizaine de prises de parole. Donc, on vous propose un premier tour de 5-6 prises de parole. Surtout, n'hésitez pas voilà, à poser vos questions sur les modes d'action, à faire des suggestions. Et on prendra aussi ensuite le temps de répondre avec Philippe sur vos interpellations.
D'accord. Alors, Dominique, on te donne la parole. Alors, on a Daniel, sinon, si Dominique n'est pas prêt. Daniel, tu as la parole. Corinne, sinon, Corinne, est-ce que tu es prête? Sommes-nous prêts à t'entendre? Alors, il faut allumer vos micros pour parler, les amis, hein, parce que nous, on vous voit lever la main, donc on vous flèche en tant qu'intervenant. Et si vous n'allumez pas vos micros de vous-même, on ne peut pas vous voir apparaître à l'écran. Eh bien, Béatrice Bellé, on voit que tu es connectée, donc on va te donner la parole, si tu veux bien. Pardon, on a des difficultés à vous faire parler parce que vos micros restent fermés lorsque vous prenez la parole, donc on n'arrive pas à vous faire intervenir. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres intervenants. Levez la main, les amis, ceux qui sont prêts, qui ont allumé leur micro, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole, hein. L'objectif, c'est que chacun puisse échanger. Donc, levez. Voilà, Maxime, par exemple, tu viens de lever la main, on te donne la parole. Vous m'entendez? Et bien voilà, il a allumé son micro, il est trop fort, Maxime. Vas-y. Voilà, du coup, merci pour cette présentation que je trouve très intéressante. Et surtout ces sujets qui sont tous passionnants. Moi, peut-être deux commentaires à chaud comme ça quand j'entends parler de classe populaire et de classe rurale. Après, j'ai beaucoup entendu parler du coup des familles monoparentales et c'est vrai, après des questions de genre, c'est vrai également. J'espère qu'on va aussi parler des familles qui travaillent et qui sont un couple et qui ont quand même des difficultés parce qu'ils peuvent plus partir en vacances, parce qu'ils ont des petits salaires, parce qu'ils ont des charges absolument immenses et qui explosent notamment avec les voitures. Voilà, c'est mon premier commentaire. Et le deuxième commentaire, c'était sur le Front National qu'il faut effectivement combattre. Et je me demandais si on allait faire aussi un grand travail d'analyse de fond un petit peu pour redire et pour qu'on revéhicule pourquoi il ne faut pas voter Front National et pourquoi le Front National, enfin le Rassemblement National, n'est pas si différent que le Rassemblement National, parce que souvent quand on entend des personnalités de gauche, on entend toujours les vieux discours qui ramènent parfois à des points Godwin ou des choses comme ça. Et pourtant, le Rassemblement National œuvre, que ce soit à l'Europe ou dans les départements où ils sont maintenant trop nombreux, élus, et redire avec des faits très récent pourquoi le Front National, enfin le Rassemblement National est toujours le Front National. Voilà. Merci, Maxime. On a Antoine Ravard qui est connecté en ligne et qui souhaite intervenir. Antoine, on te donne la parole. N'hésitez pas à indiquer de quel département. Vous m'entendez? Vas-y, Antoine. Ça fonctionne, parfait. Bien, d'abord, me remercier Philippe et Sarah pour l'organisation de cette convention et de la visio de ce soir, pour cadrer un petit peu le sujet. Moi, pour me présenter en quelques mots, parce que ça va aussi dire d'où je parle et de quelle classe populaire je parle en priorité, je suis premier fédéral des Côtes-d'Armor, donc un territoire à dominante rurale, et j'étais moi-même, pour vous dresser le portrait plus précisément, candidat dans une circonscription dans laquelle il y a une très grande majorité de classe populaire, mais d'un type particulier, puisqu'il y a un taux de chômage de moins de 5%, mais un revenu moyen de 17 000 € par an dans ma circonscription. Je le dis à dessein parce que
je crois que l'un des objets de cette convention, et moi ce que je considère comme prioritaire quand j'essaye de la mettre en place pour l'instant dans ma fédération, c'est la première question qui est celle de la définition. De qui parle-t-on lorsqu'on parle des classes populaires aujourd'hui au pluriel, et d'ailleurs on devrait d'abord dire des catégories populaires parce qu'elles n'ont rien d'une classe au sens plein et entier. Et c'est justement moi l'objet que j'aimerais qu'on donne à cette convention, c'est comment on passe des catégories populaires à une classe populaire dans le sens plein et entier, y compris donc le sentiment d'adhésion et d'appartenance que nécessite l'utilisation de ce terme. Donc, je le disais, moi, le point de départ, c'est de se dire que les classes populaires, elles sont diverses aujourd'hui. Contrairement à une époque où on pouvait parler de la classe ouvrière qui se retrouvait sur une identité professionnelle, aujourd'hui, que l'on soit, comme moi, en Côte-d'Armor, dans un territoire à dominante rurale avec peu de chômage, ou que l'on soit élu de quartiers populaires dans les métropoles, ou que l'on soit élu dans un territoire périurbain, on ne parle pas finalement des mêmes personnes, puisqu'aujourd'hui, la classe populaire, elle a une diversité professionnelle. On retrouve des ouvriers, évidemment, toujours, comme l'a dit Philippe en introduction, mais aussi des employés, aussi dans les territoires comme le mien, de plus en plus d'agriculteurs, de plus en plus de petits patrons également, de TPE, d'artisans, et puis toutes les personnes éloignées de l'emploi. Et également de plus en plus de personnes âgées ou de jeunes, à l'inverse, selon les territoires, encore une fois, selon les réalités locales. Et moi, le premier objectif que j'aimerais qu'on se donne, c'est celui-là, c'est celui de l'identification. Parce que s'il y a une différence sociale, sociologique, professionnelle dans la classe populaire, notre devoir, à mon avis, est de chercher les dynamiques d'unification. Et finalement, les points communs, ils existent, ils sont quand même majeurs, ils sont multiples. Il y a à la fois la notion, évidemment, de précarité, de galère au quotidien, de pénibilité, que ce soit dans l'emploi, mais aussi finalement une pénibilité du quotidien, ou pour beaucoup des classes populaires dans nos territoires, tout est pénible. Le travail peut être pénible, se déplacer peut être pénible, trouver un accès aux services publics ou à la culture ou au sport peut être pénible, donner accès aux études à ses enfants peut être pénible. Il y a cette unité, à mon avis, de toute la classe populaire sous ce terme de la pénibilité. Il y a aussi une unité face à un sentiment de mépris, de rejet qui est ressenti. Et un dernier point, deux derniers points qui permettent, à mon avis, cette unité, parce que j'essaye d'aller vite pour avoir le temps de dire d'autres choses après, c'est la sensation, moi je l'entends beaucoup et on l'entendait, celles et ceux qui sont allés sur les ronds-points des Gilets jaunes. Alors je ne parle pas forcément des manifs dans les grandes villes que je n'ai pas faites, mais des ronds-points dans les petits villages. Il y a deux points communs qui sont beaucoup ressortis. Le premier, c'est la sensation d'avoir un horizon obscurci, c'est-à-dire de cette capacité qui est une promesse de la République, d'avoir un horizon des possibles ouvert devant soi, notamment pour ses enfants, est inexistant finalement pour une grande majorité des classes populaires dans notre pays. Et la deuxième chose, c'est le sentiment de restriction de liberté au quotidien, d'être étouffé, d'être enfermé géographiquement, puisqu'on a aussi une notion de frontière géographique, territoriale, lorsqu'on est une classe populaire. Moi, je le dis, dans ma circonscription, je vous l'ai dit, énormément alors que j'habite en Côte-d'Armor, donc pour ceux qui connaissent, au maximum, on est à 45 minutes de la mer. J'ai des enfants dans ma circonscription qui ne vont pas à la mer. On le dit souvent des enfants de banlieue parisienne, et c'est fort, mais ça existe aussi dans les classes populaires proches de ces territoires, parce qu'il y a un sentiment de frontières, de restrictions de liberté. Moi, je pense qu'on doit partir de ces points communs pour chercher une unification globale et aboutir à la fin à pouvoir parler à la classe populaire dans son entièreté. J'y reviendrai juste en conclusion de mon propos. Ensuite, je voudrais dire une deuxième chose, puisque comme j'aime beaucoup l'intitulé que vous avez donné à cette convention en disant « Retrouvons le peuple », ce qui sous-entend bien qu'on l'a perdu. On l'a perdu par des échecs politiques, je crois que ça a été dit aussi par Laurent Baumel, on l'a perdu aussi par choix. Et j'en ai parlé un petit peu avec toi, Sarah, notamment. Vous avez eu l'ambition, je crois, de faire de cette convention un petit peu l'anti-Note Terra Nova de 2011. Je pense que c'est une très bonne idée, c'est-à-dire de refaire le choix, de considérer que l'électorat populaire, la classe populaire, est constitué des Françaises et des Français pour lesquels on s'est toutes et tous engagés au sein du Parti socialiste. Et donc, ça nécessite de reconnaître qu'on a sans doute fait des erreurs dans la manière dont on s'adresse à eux, à elles et eux, dans la manière dont on fait de la politique à leur profit ou dont on prétend faire à leur profit. La première de ces erreurs, je vais être très bref parce qu'elle a été développée bien mieux que moi dans 2 livres de députés, c'est l'abandon des politiques universalistes, où on a mis, je pense, l'accent sur des politiques ciblées, d'aide précise pour telle ou telle sous-catégorie, empêchant de fait de créer ce sentiment d'unification et d'appartenance à une grande classe populaire parce qu'on a favorisé donc, ces politiques sectorielles, sous-sectorielles au détriment d'un discours universaliste sur les nouvelles solidarités. Mais je vous le disais, je ne serai pas plus long parce que je vous invite là-dessus à lire à la fois le dernier livre de François Ruffin qui est extrêmement complet et Boris, je ne sais pas s'il est encore là, le disait également en ces termes, enfin de meilleurs termes d'ailleurs, dans son ouvrage qu'il a publié aussi
il y a quelques temps. Donc pour moi, ça c'est la première erreur et je pense que cette convention doit être l'objet de sortir des propositions politiques, mais qui retrouvent ce sens de l'universalisme. La deuxième erreur pour moi, elle est plutôt rhétorique, mais je crois qu'on a aussi un très gros travail à faire, je le disais, dans le récit, c'est-à-dire dans la rhétorique, dans le champ lexical qui est le nôtre. Moi, je plaide, c'est peut-être un petit peu provocateur, on ne pourra peut-être pas aller au bout de ma proposition, mais pour que l'on abandonne, nous, le terme de classe moyenne qui me semble être un terme d'une part galvaudé, qui me semble être un mythe, parce qu'il n'y a absolument pas de conscience de classe non plus dans une classe moyenne, et parce qu'en fait, on y a adhéré parce qu'on nous a présenté la classe moyenne comme représentant peu ou prou 2/3 de la société française, ou disons 60%, on dit souvent qu'il y a 20% de classe populaire, 20% d'élite, 60% de classe moyenne. Et la réalité, c'est que pour moi, l'émergence de la classe moyenne dans le débat politique, et là, je ne l'invente pas, je le lisais en préparant pour ma convention, une phrase de Popren en 72 qui le disait, déjà, je vous l'épargnerai, mais je pourrais la redonner à certaines et certains qui voudraient la citer dans leur fédération respective. Il disait déjà à l'époque, et j'adhère pleinement à ce discours, que la création de la classe populaire dans le débat politique national est en fait une immense victoire du libéralisme, puisqu'il contribue à scinder le camp des ouvriers et des salariés en deux, en faisant croire à certaines et à certains qu'ils sont plus près de l'élite et qu'ils ont tout intérêt à croire qu'ils pourraient rejoindre un jour cette élite dans une dynamique d'ascension sociale dont nous, on sait qu'elle est en vérité cassée. Et finalement, on aboutit à avoir un résidu de classe populaire auquel, d'une part, on ne parle plus et d'autre part, qui est trop minoritaire pour développer un discours qui soit stratégiquement payant sur le plan politique, ce qui fait que quelques décennies plus tard, on a été amené à l'abandonner, comme le préconisait la note de Terra Nova que j'ai mentionnée. Donc moi, je crois qu'on doit abandonner ce terme pour parler d'une grande classe populaire qui se réunit sur les éléments que je disais tout à l'heure, malgré sa diversité professionnelle, sociologique et territoriale. Et j'en viens donc au dernier point, pour essayer de ne pas être trop long. Pour répondre à ça, c'est comment on peut, nous, à mon sens, et c'est l'objet, moi, que je souhaiterais donner à cette convention dans ma fédération, créer un discours unitaire, participer par notre discours politique de la création d'un véritable sentiment de classe pour avoir une seule classe populaire à laquelle on puisse s'adresser ensuite. Donc, évidemment, comme je viens de le dire sur l'exemple de la classe moyenne, il faut pour moi abandonner toutes les rhétoriques qui contribuent à fracturer. Et là, je rejoins, je ne vais pas le développer, parce que Sarah, tu l'as dit en introduction aussi, mais surtout absolument abhorrer, rejeter pleinement ce débat entre la gauche des allocs et la gauche du travail, qui est là aussi catastrophique, puisque le seul aboutissement de cela est de créer une soi-disant catégorie d'assistés qui, une nouvelle fois, scinde la classe populaire, avec de nouveau les classes populaires travailleuses qui regardent les classes populaires assistées comme les responsables de leur situation, au lieu de regarder en haut de la hiérarchie sociale et de regarder l'organisation de notre système économique comme étant le responsable de leur situation et de leur enfermement dans une catégorie populaire sans possibilité d'ascension. Et je pense que là, on a un vrai débat à refuser. D'ailleurs, Olivier, le premier secrétaire, le fait, puisque quand il refuse, lui, de parler de la valeur travail, puisque dès qu'on parle de la valeur travail, finalement, on met de côté ceux qui ne travaillent pas comme étant pas valeureux. Donc ça, c'est le premier sujet, de fuir tout ce qui pourrait diviser la classe populaire et ensuite de chercher des éléments d'unification. Moi, j'en ai vu 3, alors il y en a sans doute davantage, mais pour développer un discours positif qui favorise l'identification à une classe populaire, pour moi, il faut faire jouer des affects positifs chez toutes les Françaises et les Français que nous, on désigne par classe populaire. La première, ce n'est pas moi qui l'invente non plus, c'est une expression d'Olivier Schwartz, mais c'est la morale de l'effort. Et je parle volontairement de la notion d'effort plutôt que celle de travail, parce que comme je le disais sur la pénibilité, dans la vie quotidienne des classes populaires, tout est un effort, pas que le fait d'aller au travail. Le deuxième élément unificateur pour moi, c'est le besoin de dignité. Là aussi, je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur ce que moi j'ai senti lorsque je suis allé voir les mouvements des Gilets jaunes dans les petits villages et les petites communes rurales de mon département. Et le troisième point d'unification, pour moi, c'est une expérience de la solidarité que dans beaucoup de territoires à dominante populaire, qu'ils soient ruraux ou ce qu'on appelle les banlieues, dans les territoires urbains, on a une expérience de solidarité qui correspond quand même à la doctrine républicaine de la France, qui est bien supérieure à ce qui peut se passer dans les classes élevées, justement. Et là, ça doit être un motif pour nous d'exemple de construire une politique de solidarité sur la base de ce qui existe dans les classes populaires. Et c'est un moyen aussi, pour moi, de valoriser l'appartenance à la classe populaire et donc de pouvoir derrière développer un discours de classe complet. Donc voilà, je pense qu'on peut travailler autour de cette unification sur ces quelques notions, refuser tous les termes qui divisent. Et moi, c'est vraiment l'objet que je donnerai à cette convention, c'est un objet de récit, de champ lexical, parce que je pense que les propositions finalement concrètes, même s'il en faudra sans doute quelques nouvelles,
qui rejoignent la notion d'universalisme, mais on les a en fait. Elles sont dans les tiroirs du Parti socialiste. On a des députés, des sénateurs qui y travaillent. On a des présidents de région, de départements qui mettent des choses concrètement en place qu'on peut intégrer dans un programme présidentiel. Mais c'est plus une interrogation sur le récit. Comment on constitue une classe, comment on s'adresse à elle et comment on valorise le fait de se sentir appartenant à cette classe. Et puis juste pour conclure, je sors un peu de mon raisonnement, mais un dernier point que moi je souhaitais aborder, et j'en ai parlé aussi déjà à Sarah, que je salue tout particulièrement puisqu'on a été camarades dans le Nord pendant quelques années. Je crois qu'on doit aussi réfléchir parce qu'il n'y a aucun parti qui s'en saisit véritablement, si ce n'est sans doute un peu le Rassemblement national dans les territoires où les victorieux, comme malheureusement dans le département de Philippe, c'est la notion des libertés. Parce que je le disais, je pense qu'il y a un sentiment d'écrasement, d'enfermement, de manque d'opportunités. Et moi, je pense que le Parti socialiste devrait essayer de rechercher une forme de ce que j'appelle, moi, de manière un petit peu imparfaite pour l'instant, mais un Big Bang des libertés quotidiennes, c'est-à-dire de faire le tour de toutes ces normes qui soient liées parfois au transport, parfois à l'urbanistique, beaucoup dans l'agriculture, beaucoup dans certains domaines, qui contribuent à créer ce sentiment d'enfermement, ce sentiment de restriction de liberté, et qu'on devrait travailler sur toutes ces normes du quotidien qui enferment, parce que là aussi, on touche à la notion de dignité, et moi, je l'entends en tout cas énormément. Alors évidemment, quand on dit ça, il y a un risque de tomber dans un discours populiste et de faire des choses un petit peu à l'emporte-pièce. Mais pour vous donner un exemple, puisque ça vient de sortir, moi, j'ai ce qui nous paraît pour nous anecdotique, ce que vient de faire Gérald Darmanin sur le fait d'enlever les retraits de points en dessous de 5 km/h. Je ne dis pas que c'est un bon exemple, enfin que c'est ce qu'il fallait faire, mais j'en entends extrêmement parler dans mon territoire et ça plaît énormément dans toute une dynamique sur cette question des libertés au quotidien, finalement, et d'avoir l'impression de crouler sous une forme de norme ou de régulation. Je crois qu'on doit se poser cette question si on veut parler aux classes populaires, parce que ce sentiment est pour moi primordial aujourd'hui, et la classe populaire s'unit davantage sur des questions de ressenti que sur des véritables questions professionnelles ou sociologiques, puisque la classe populaire n'est plus la classe ouvrière d'hier. Et je rends la parole là-dessus, puisque j'ai déjà tenu quelques minutes. Merci Antoine. On va passer la parole à Béatrice Bellet. Tu as allumé ton micro. Oui, et je suis dans ma voiture, désolée. Bonjour. Et avec un joli chapeau. Alors, ouais, bah, je sais pas, c'est quoi ce truc? Je suis pas, voilà, moi j'ai 48 ans, les enfants, hein, donc voilà, il doit y avoir un truc avec l'arrière-plan. Il y a marqué rien, aucun, mais ça part pas. Bon, bah, voilà, donc si ça restera comme ça, j'aurai un beau diplôme. Mais pourtant, ça fait longtemps, ça, l'université, la fac et tout ça. Alors, je vous ai écouté attentivement et bon, malheureusement, je suis évidemment un peu déçue parce qu'en fait, et c'est pour ça que je vais en parler, mais dans la bouche d'aucun ne sort la question des territoires d'outre-mer. Et pourtant, ce sont les territoires ruraux, populaires, les plus pauvres de France. C'est quand même le territoire national, c'est loin des yeux, loin du cœur, ça on en a parfaitement conscience, et je crois justement que les territoires d'outre-mer doivent retrouver le cœur des socialistes, parce qu'il fut un temps où aucun socialiste n'oubliait de parler d'outre-mer, aucun socialiste n'oubliait que les personnes les plus pauvres se trouvaient là-bas. Et aujourd'hui, c'est un peu oublié. Donc, évidemment, je me mets à la disposition des animateurs de la Convention pour participer en tant que de besoin et en tant que faire se peut à cette Convention sur des questions, évidemment, qui nous sont, nous, pas seulement ponctuelles, mais éminentes et presque intrinsèques. Je rappelle, hein, la Martinique, j'ai entendu parler de chiffres tout à l'heure. La Martinique, c'est 30% de taux de pauvreté. Voilà, donc c'est lorsqu'on rajoute un décile alors au taux de pauvreté, c'est-à-dire quand on rajoute aux 1100 et quelques euros 200 euros, donc 1300 euros, on a 48% de la population qui vit avec moins de 1300 euros, sachant que on a plus de 40% de cherté de vie, avec évidemment une inflation là qui nous touche également et qui nous amène donc à quasiment 40% de différentiel avec les prix d'origine qui étaient ceux de la France hexagonale et qui ont également augmenté. La Martinique, par exemple, c'est des transports publics qui commencent à 6 heures et qui finissent à 18 heures et des territoires sur lesquels il n'y en a pas du tout, avec évidemment une perte d'autonomie pour les personnes âgées qui se retrouvent, par exemple, pour certaines, à ne pas pouvoir conduire, avec évidemment
développement aussi pour les jeunes et une autonomie pour les jeunes qui parfois n'existe quasiment pas, avec une obligation dans chaque foyer quasiment, un père, une maman, un enfant qui travaille, enfin quelle que soit la famille et la forme de la famille, une obligation quasi systématique de faire l'acquisition d'un véhicule pour pouvoir répondre à ses obligations professionnelles, associatives ou scolaires. Voilà, c'est ça notre réalité, c'est plus de 50% de la population qui, au moment de la retraite, touche des pensions de moins de 1 000 euros. Et je rappelle, voilà, avec 40% de cherté de vie. Alors, je mets ce caillou dans la mare parce qu'il renvoie à quelque chose dont on nous met à parler. C'est vrai, je salue le travail que le groupe fait sur la lutte contre l'extrême droite, mais je ne sais pas si ça vous a échappé. Moi, malheureusement, c'est en travers de ma gorge et il va falloir vraiment que je trouve des solutions sur mon territoire, mais que ça puisse être dupliqué aussi ailleurs. Mais oui, cette sensation d'abandon des forces peut-être socialistes, pas de gauche, parce que souvent dans l'outre-mer ou présidentiel, la gauche reste en premier plan, et en l'occurrence, Mélenchon, chez moi, a fait plus de 60%, comme en Guadeloupe, comme en Guyane. Mais enfin, au deuxième tour, ça a été Le Pen. Voilà, donc qui est apparu comme étant la solution de riposte à cette manière macroniste de traiter les gens avec dédain, évidemment, ça tout le monde le voit et le constate, et pour ceux qui nous concernent, avec distance et mépris. Donc oui, le risque, il existe, parce que chez nous, il a été très fort. La bascule de deuxième tour, c'était 60% Mélenchon au premier tour, 60%, alors avec très peu malheureusement aussi avec un fort taux d'abstention, mais enfin 60% au second tour pour l'extrême droite. Donc malheureusement, je crains que j'en suis désolée, mais je crains que nos territoires, et je l'ai déjà dit en 2009, en 2020, dans tous les conseils nationaux où j'ai eu l'opportunité de prendre la parole, je le répète, malheureusement, les Outre-mer sont pour les socialistes de parfaits territoires d'expérimentation, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, mais surtout du pire de ce qui peut exister dans les inégalités territoriales. Donc, une fois encore, je le répète, je suis à votre disposition pour communiquer, essayer de voir comment on peut travailler à faire rentrer les Outre-mer dans cette convention, à vous apporter des éléments, en tout cas, à faire en sorte que l'Outre-mer existe également dans nos préoccupations qui seront celles de l'année prochaine, des européennes, parce que là aussi, il y a des choses que nous avons manquées et que ne manque pas, et absolument pas, le Rassemblement national. Juste, je vous le dis, le programme présidentiel du Rassemblement national, ils ont fait des programmes spécifiques à chaque territoire, et en l'occurrence, c'était près de 25 pages. Ils ont fait la même chose aux élections européennes. Voilà, ça finit par porter ses fruits, et la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait la même chose. Donc l'égard que l'on porte aux personnes, la façon de leur parler et finalement de les mettre en considération, c'est-à-dire de leur permettre de se reconnaître dans les propos que l'on tient, de se mettre en fait quelque part dans une espèce de réalité qui est leur réalité quotidienne, et de nature à nous permettre de regagner de la présence, de l'intérêt, de l'égard de la part de nos populations. Et oui, il faut reprendre le chemin du porte-à-porte, de la discussion directe, par toutes les formes qui existent. Moi, j'étais à la plage la semaine dernière. Bon, ben voilà, je me suis arrêtée dans une boutique et j'ai fini par y passer 1 heure pour déconstruire un certain nombre de choses avec 4 clientes et 2 responsables de magasins. Et à la fin, elles m'ont toutes demandé, elles se sont toutes abonnées à ma page, et elles m'ont toutes demandé de repasser les voir. Donc, c'est 5 là, 10 là, 20 là, mais je suis persuadée en effet que rediscuter, refaire front, admettre aussi nos erreurs, et de nature à nous permettre de regagner le cœur des Françaises et des Français. Voilà, je vous remercie. Alors Béatrice, nous te proposons avec Sarah justement d'intégrer le comité de pilotage pour que justement les Outre-mer soient représentés. Outre-mer, et on en discutait avec les membres du comité de pilotage là, sur nos téléphones pendant que tu parlais, se concentre en vérité toutes les difficultés que nous dénonçons
Et donc, si tu en es d'accord, Béatrice, nous t'accueillons avec très, très grand plaisir dans le comité de pilotage de cette convention. D'accord, très bien. De toute façon, je n'ai pas le choix. Merci, merci. Au plaisir de travailler avec toi. Ok, c'est un plaisir partagé. Merci Merci. encore pour ton intervention. On a encore quelques inscrits, donc William Morin qui est inscrit. William, si tu peux ouvrir ton micro et te présenter, nous dire d'où tu viens. Oui, vous m'entendez? On t'entend pas du tout, William. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion ou autre. Alors dans ce cas-là, on va donner la parole à Muriel, si tu veux ouvrir ton micro et te présenter. Oui, bonsoir, vous m'entendez? On t'entend très bien, vas-y. Parfait. Donc Muriel Condol, je suis de la Fédération d'Ille-et-Vilaine et je suis très heureuse de participer à cette convention et je m'aperçois aussi que, au regard de l'ensemble des propos qui ont été tenus, que finalement c'est un vaste sujet, enfin on n'en doutait pas, et que ça touche beaucoup de domaines en transversalité. Et si je partage de manière très forte un certain nombre de choses qui ont été dites, il me semble aussi que la question du logement et la question justement de ce que représente le coût du logement dans le pouvoir d'achat de nos concitoyens est extrêmement importante et sans doute à penser non seulement sur la possibilité de pouvoir trouver un logement décent, donc voilà, en termes de construction, non seulement en abordant la question des loyers. On sait bien que les organismes HLM, sous le quinquennat Macron, ont quand même subi de fortes attaques et que ça s'est fait au détriment de la construction et au détriment des locataires. Mais également aussi, dans ce cadre-là, était citée la question des oubliés de la République. Mais je crois aussi, et c'est pour ça que je suis un peu confuse, pardon, et je pars dans tous les sens, mais parce que le champ de cette convention est aussi très large. Mais si on centre sur la question du logement, si je trouve que ça touche plein de domaines. Donc, je disais la construction, le coût des loyers, mais la question de la mixité sociale et aussi la façon dont on pense la construction de logements sociaux pour permettre la mixité au sein des écoles. Parce que était dit tout à l'heure la question du manque de perspective et du manque d'avoir un horizon clair, et notamment pour ces enfants. Je crois que la question de cette inégalité qui existe entre nos concitoyens, de pouvoir contourner les cartes scolaires d'une certaine façon, on voit bien que ce sont quand même les plus précaires qui ne peuvent pas se permettre ça, et parfois avec un sentiment de relégation assez fort. Donc, je pensais que la question du logement voilà, est importante, de la même façon que la question de la petite enfance est aussi quelque chose qui impacte fortement. Et là, on voit bien que ça touche aussi plein de sujets. Ça peut être un frein à l'emploi, notamment quand on est famille monoparentale, parce que dans la recherche de l'emploi, comment on fait pour faire garder ses enfants? Ce n'est pas toujours très simple à envisager. La question de le coût quand même que peut représenter les modes de garde aussi est extrêmement important. Alors, il y a des choses qui sont mises en place par certains départements, et notamment celui d'Ille-et-Vilaine, pour pouvoir, en finançant des structures, permettre à des familles modestes de pouvoir accéder à ces modes de garde. Donc, il y a peut-être des choses à décliner de ce côté-là. Et tout à l'heure, Antoine Ravard évoquait la question de l'universalisme. Effectivement, on sent que
cible parfois certaines politiques et on peut trouver ça légitime, et je pense notamment à la question des allocations familiales qui ont été quand même, qui ont perdu de leur universalisme. Mais moi, en tant qu'ex-conseillère départementale, j'avoue m'être battue pour porter la question de l'universalisme proportionné. Et effectivement, avec cette notion que tout le monde y a droit, et j'étais en charge de la protection maternelle et infantile et de la petite enfance, et j'ai estimé que la PMI, quelle que soit notre catégorie sociale, enfin notre CSP, on pouvait pouvoir y accéder et qu'on pouvait trouver des aides et des soutiens quand on entrait dans la parentalité et que la PMI était un outil. Mais pour autant, selon les difficultés auxquelles étaient confrontés les parents, qui pouvaient être d'ordre économique, mais pas que, il fallait mettre en place des moyens différents derrière, et c'est ce qu'on a porté en termes d'universalisme proportionné. Et peut-être qu'il y a quelque chose à travailler dans ce cadre-là et dans de nombreux champs. Voilà, je ne vais pas tellement être plus longue, mais je pense que voilà, enfin, je suis ravie de participer à cette convention et effectivement, on mesure que ça touche de nombreux sujets. Merci Muriel. A-t-on d'autres demandes d'intervention? On me dit que non. Alors, on va passer à un moment participatif avec vous. On va faire un petit questionnaire sur une application qui s'appelle Kahoot, K-A-H-O-O-T. Voilà, Kahoot. Donc, vous pouvez soit télécharger l'application, soit juste taper Kahoot sur Google. Voilà, ça va aller très vite. Alors, ceux qui sont habitués à regarder l'émission Boris et Philippe sur Twitch connaissent cette application, car nous l'utilisons avec Boris justement pour échanger, discuter avec les internautes. Ah bah, voilà, c'est une première dans l'histoire mondiale du Parti socialiste. Donc, vous connectez à l'application Kahoot, donc Kahoot, K-A-2-H-2-O-T.it sur Google, et vous lancez le code PIN qui est 303 68 96. 303 68 96. Et je vois que Bassem, qui est habitué à l'émission, effectivement, a su se connecter. Les autres arrivent. Charlotte, Noé, Sophie, Théo. Vous pouvez flasher le QR code qui est sur l'image que vous voyez. Voilà. Voilà, les uns les autres. On a 17 personnes qui sont connectées. Continuez évidemment à vous connecter. Nous, on vous attend avec Sarah. J'aime beaucoup le Vive le Nord. Je pense qu'il y a des nordistes en ligne. Est-ce qu'il y a Vive Sarah, Vive Sarah qui va se… Voilà. Vive les Landes. Bientôt. Bretagne en force aussi. Ça y est, on a les régionalismes qui commencent à se faire. Attention les amis, il n'y a qu'une République. Normandie en force. Elle est où la Normandie? Alors. Et je remercie aussi tous les intervenants. Alors, on avait aussi des militants qui souhaitaient intervenir, mais bien sûr, on doit avancer. Et merci vraiment pour vos prises de parole. En tout cas, ça a bien été noté. Et je le rappelle avant qu'on démarre le jeu, qu'on vous enverra donc le mail générique de la convention pour que vous puissiez intégrer toutes celles et ceux qui le souhaitent, le comité de pilotage militant qu'on va mettre en place. Voilà, on va meubler encore un petit peu le temps que vous vous inscriviez tous. Vous êtes très, très nombreuses et nombreux à vous connecter. Voilà, saluons Luc qui se connecte. Fan, Philippe et Boris, je vous remercie. Qui, je crois, est dans la pièce. Je vous remercie pour cette dédicace. Tu lances une mode, Philippe, quand même, avec Kahoot, que moi-même, je ne connaissais pas. Voilà, en fait, on modernise les formats. Voilà, le Parti socialiste se modernise, se renouvelle. Avec toi, Sarah. Grâce à toi, Sarah. Grâce à notre premier secrétaire. Ça se connecte. Ça se connecte. Voilà, on attend encore peut-être 5 minutes le temps que tout le monde se connecte. On a 70 personnes. Donc, rappel, vous allez sur kahoot.it, sur l'application Kahoot que vous téléchargez sur votre smartphone. Le code PIN s'affiche 303 68 96 avec un QR code. Je vois qu'il y a des militants vraiment de toute la France parce que je salue donc Audrey du Jura, Rémi du Cantal, Oscar de Paris, Adrien de l'Essonne, Karine du Nord. Merci d'être là, Karine, fidèle au poste.
Donc voilà, la convention, elle touche quand même l'ensemble des villes et des départements. Et c'est très important aussi qu'on ne soit pas seulement concentré sur soit le nord, soit l'est de la France, mais au contraire qu'on aille vraiment partout, quoi. Et c'est assez, je trouve, extraordinaire, là, grâce à ces outils, de pouvoir vraiment tous se voir, là, entre une réunion publique, une réunion militante à 200 personnes, quoi. Ça, c'est génial. Et donc, merci encore d'avoir libéré votre soirée pour être avec nous ce soir. Vous êtes tellement nombreux à vous connecter qu'on attend un peu parce que ça ne cesse d'augmenter. Alors, est-ce que tu as autant de monde qui se connecte dans tes Twitch, Philippe, quand même? Non, malheureusement, on devait être. Pardon? Il y a quelqu'un de Pont-de-l'Arche qui s'est connecté. Super. Génial. Oui, non, on est moins nombreux. On est un peu moins nombreux. D'ailleurs, je vous invite tous, du coup, je fais de la pub, j'en profite. Voilà, donc Boris et Philippe, l'émission que nous faisons sur Twitch avec Boris. C'est la 3e émission qu'on a faite aujourd'hui avec Boris en direct des Landes. Alors, c'est à 18h sur Twitch chaque mercredi. Vous pouvez la regarder en direct, mais aussi la regarder en replay. Voilà, et nous allons lancer un podcast aussi. Elle sera podcastable, l'émission, sur Spotify, sur toutes les autres plateformes de podcast. Et chaque semaine, on analyse un peu ce qui se passe. Alors pour l'instant, on n'est que tous les deux, mais bien sûr, on va élargir à tous nos collègues, à tous les gens qui veulent intervenir. Voilà. Donc là, on va bientôt arriver à la 100e de participants à ce Kahoot. Voilà. Merci d'être aussi nombreux à vous connecter. On arrête à 110 peut-être. Ouais. Et oui, on est à 104 inscrits sur les 180 connectés. Là, on est bloqué à 104. Donc on va dire qu'on va s'arrêter là, à moins que l'écran soit juste figé. Non. Ah, quelqu'un arrive en plus. Bon, allez, on décide d'arrêter dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Première question qui vous est posée. Voilà, très belle animation. C'est toi qui as fait ça, Tristan. Voilà, c'est impressionnant. Et un nouveau décompte avec un nuage de mots, avec une question classe populaire. Ça t'évoque quoi? Voilà, et donc à vous de saisir votre réponse. Alors, vous n'avez que 30 secondes à vous dépêcher. Qu'est-ce que ça vous évoque, classe populaire? C'est un nuage de mots, donc vous donnez un mot, hein, 2 mots. Ça suffira, n'est-ce pas, Sarah? Le but, c'est qu'on puisse voir s'il y a des mots qui convergent, s'il y a des thèmes qui ressortent plus fort que d'autres. Donc, allez-y, il vous reste moins de 5 secondes pour entrer les différents mots que ça vous évoque. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, peuple, pauvreté, prolétariat, galère, invisible, précarité, solidarité, femmes, bien sûr, migration, ouvrier. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah? Déjà, on voit que le mot peuple ressort plus que les autres. Donc, ça me fait dire qu'on a bien fait d'appeler cette convention Retrouvons le peuple, parce qu'on voit qu'il y a une cohérence intellectuelle et militante. Après, moi, ce qui me frappe, c'est aussi le fait de voir que c'est associé à des conditions de vie très pauvres, donc précarité, pauvreté, ça ressort, mais aussi solidarité, fierté. Moi, j'aime bien le fierté. Je trouve que ça fait partie de la dignité, qu'on doit retrouver la dignité du travail, la dignité de ceux qui travaillent de leurs mains, et c'est sans doute une thématique dont on ne parle pas assez. Capitalisme, évidemment, parce qu'il n'y a pas de changement sans rupture avec le libéralisme. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit rappeler afin d'être cohérent avec ce qu'on défend. Classe ouvrière, ouvrier, c'est bien, il faut qu'on en parle et il ne faut pas seulement qu'on soit dans le constat, mais aussi dans l'action par rapport à tout ça. On passe à la question suivante. Alors, c'est un vrai ou faux? Un Français sur 2 vit-il en maison individuelle? Donc là, vous n'avez que la possibilité de répondre vrai ou faux. Et c'est une petite question pour pas seulement parler de la convention en elle-même et des modes d'action du PS, mais aussi voir si on est proche ou pas des réalités de la plupart de nos concitoyens, nous vivons nous-mêmes.
Alors, eh bien, vous êtes majoritaire à avoir répondu faux, alors que c'est vrai. C'est vrai, et ça fait partie de l'étude de Jérôme Fourquet, qui, je pense, fera partie des personnes qu'on souhaite auditionner dans le cadre de cette convention, La France sous nos yeux. Alors, ça paraît sans doute extrêmement surprenant, mais c'est vrai, et ça fait aussi partie d'un constat qu'on aimerait développer dans la convention, c'est-à-dire que le mode de vie de la maison individuelle qui se situe en milieu périurbain, à proximité d'un centre commercial aux abords des villes, cet étalement urbain-là, je pense en grande partie, et c'est l'analyse de Jérôme Fourquet, il a contribué à la précarisation des modes de vie parce qu'on est éloignés les uns des autres. Donc déjà, c'est une forme d'individualisme qui coupe un peu du lien social. Et on est dépendant de la voiture, on est dépendant du centre commercial, on est dépendant de tout un tas de choses qui en fait ne font que renforcer la précarité et la solitude au quotidien. Donc c'est une petite question pour voir un peu si vous saviez et si nous savions nous situer un peu dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en France. Vous passez à la question suivante. Ah, il y a un tableau des scores, voilà, c'est comme dans faites pas Boris et attention. Philippe, et c'est Gauthier le winner, voilà. Mais on continue. Alors, un petit quiz. Combien y a-t-il d'Intermarchés en France? Alors là aussi, le but, c'est d'avoir des questions qui montrent aussi un peu les sujets qu'on aimerait défricher ensemble. Je pense que le sujet de la consommation et des modes de consommation doit aussi en faire partie. Et là encore, c'est une question qui est issue des ouvrages et des enquêtes de Jérôme Fourquet sur les modes de vie des Français. Il vous reste moins de 5 secondes pour répondre. Bah, c'est pas trop mal parce que vous êtes quasiment majoritaire à avoir donné la bonne réponse. Donc, c'était 1800 Intermarchés en France. Voilà, on est sur une moyenne de 23 personnes qui ont répondu. Bon. Voilà, France, dont il faut rappeler qu'elle a le record de surface commerciale de grande surface commerciale par habitant, et aussi le record de vacances commerciales, record européen. Voilà. C'est intéressant. Évidemment, on ne peut pas penser la question de retrouver le peuple si on ne pose pas la question urbaine et d'aménagement du territoire. Et c'était le sens de cette question que tu nous as posée, Sarah. On passe à la question suivante. Voilà. On continue. Alors là, c'est un petit sondage. On vous demande votre avis avec des réponses multiples. D'abord, penses-tu que le Parti socialiste peut retrouver le vote populaire? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses? Il n'y a qu'une bonne réponse possible. Est-ce qu'on démarre cette convention en étant optimiste ou pas? C'est un peu le sujet. Moi, personnellement, je suis optimiste, donc je ne veux pas influencer votre vote, mais partons quand même du principe que c'est ce qu'on souhaite. Mais est-ce que c'est ce qu'on peut? C'est là la différence et la question qu'on vous pose. Alors, il y a un bout qui dit oui, un bout qui dit on compte sur vous. Il y en a 4 qui disent non et qui sont donc exclus par le du Parti socialiste. Non, et quelques peut-être. Voilà, dans la grande modération qui nous caractérise. Voilà. Écoutez, merci pour votre confiance. On voit une majorité 51% de oui et 40% de on compte sur vous. C'est finalement déjà pas mal. C'est 91% d'optimisme. On continue. Petite question un peu plus réflexive. Penses-tu que la méritocratie républicaine est-elle une réalité? Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps, tous et tous, d'aller voir le site de la convention, convention-socialiste.fr, c'est ça? On a mis aussi en ligne toute une série de ressources par rapport à la convention, dont la question des transclasses et de la méritocratie, à savoir est-ce qu'on considère qu'elle est réelle ou pas en France. Et là, je vois que vous êtes quasiment une majorité absolue à répondre non. Moi, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça montre aussi que le problème de l'ascenseur social, qu'on décrit très souvent en panne, je pense à raison, est aussi un des sujets dont on va traiter dans cette convention. Que la méritocratie républicaine, c'est un peu le modèle français qu'on nous montre à chaque fois comme étant celui qui se base sur l'école, sur l'égalité des chances, l'égalité d'accès aux emplois publics, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas une réalité. Et donc, cette égalité, nous, on défend au PS l'égalité réelle, l'égalité des droits. Aujourd'hui, elle doit être retravaillée pour ne pas être qu'un slogan qui, malheureusement, déçoit de plus en plus de nos citoyens. Absolument. Si on pouvait comprendre le sens de ce concept à l'époque où il y avait en France un meilleur ascenseur social, mais ça n'a jamais été extraordinaire, on ne peut que constater aujourd'hui l'augmentation des inégalités scolaires et donc la faiblesse de ce concept de méritocratie républicaine. Moi, j'ai beaucoup entendu dans ma vie, puisque j'ai fait des grandes écoles payantes comme HEC par exemple, où les gens qui étaient HEC me disaient c'est la méritocratie républicaine. Quand l'année coûte 12 000 € par an,
Je pense qu'on est assez loin du mérite. Voilà. Donc, comme vous, moi, je pense aussi que la méritocratie républicaine n'est pas une réalité dans notre pays. Alors, on passe à la question suivante. Alors, cette fois-ci, c'est un nuage de mots qui vous est demandé. Quel sujet veux-tu voir être abordé pendant cette convention? Voilà, 30 secondes. Et n'hésitez pas à nous dire les sujets que vous voulez qu'on aborde. Voilà, puisque c'est bien sûr de vous écouter. Et beaucoup de sujets ont été amenés par nos intervenants, ceux qui ont pris la parole. Le but, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer de pouvoir donner des idées de thématiques. Évidemment, on conservera tout ça pour que ce soit un peu le fil conducteur des auditions et des enquêtes qu'on mènera dans les prochains mois. Bon, on voit déjà qu'il y a des thèmes qui ressortent assez fortement. Service public, éducation, on en a parlé. Je pense effectivement on ne peut pas se priver d'une réflexion à ce sujet. Travail, ça faisait partie des piliers auxquels on avait déjà réfléchi avec les membres du comité de pilotage. Ruralité également. Alors ça, c'est, je pense, à travailler aussi avec les fédérations qui voudront bien recevoir la convention et essayer un peu d'aller partout en France. Moi, j'aime bien, en l'occurrence, la sémantique du PS. Parce qu'on n'a pas assez parlé, mais je pense qu'il y a une vraie question de champ lexical et de manière de parler, qui s'applique d'ailleurs pas seulement au PS, mais à l'ensemble des acteurs politiques, et qui peut contribuer, je pense, assez fortement au sentiment de déconnexion, de culture des classes populaires. Donc ce travail-là, on va aussi se l'appliquer à nous-mêmes dans la convention. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression d'ailleurs qu'on ait fait autre chose ce soir, mais c'est important de se lire et d'être toujours en constante critique et distance par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu vois, toi, Philippe, des thématiques qui t'interpellent un peu plus. Je veux appuyer ce que tu viens de dire sur la sémantique. Moi qui suis dans un territoire qui a voté à 53% pour Marine Le Pen, je pense que bien souvent, au-delà des questions de programme, il y a une dimension esthétique à la politique. Et moi, je pense qu'il faut que le Parti socialiste, la gauche, nous retrouvions une esthétique populaire et donc sémantique aussi populaire. Que nous sachions parler aux gens normalement. Et la politique ne veut pas être une langue étrangère. Voilà, je pense que tu as absolument raison de poser ce sujet. Évidemment, les services publics, la ruralité, l'éducation, la fin de l'école privée, qui est un vrai sujet. Voilà, sentiment d'abandon. Alors, on note tout ce que vous nous avez dit. Voilà, on le garde en mémoire. Et puis, on aura évidemment l'occasion d'y revenir avec grand plaisir avec vous. Et on passe à la question suivante. Alors, une question un peu orientée, quoique. Penses-tu que l'écologie se fait au détriment des classes populaires? Je reviens sur un sujet qu'on a lancé tout à l'heure, c'est-à-dire l'acceptabilité des mesures écologiques. Donc, on parlait des zones à faible émission, mais ça va aussi être le cas avec les différentes taxes qui vont arriver sur certains produits. Et je pense que c'est un vrai sujet qu'on doit aborder pour ne pas laisser l'écologie justement en dehors de cette réflexion-là. Donc, vous êtes presque une majorité absolue à avoir répondu oui. Je pense que ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est un peu aussi la critique qu'on fait à l'écologie politique, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée des préoccupations du quotidien. On sait que la plupart des émissions de gaz à effet de serre sont faites par les plus riches de ce monde. Et aujourd'hui, c'est sur les classes populaires et les précaires qu'on veut faire peser en fait les choix écologiques, c'est-à-dire ne plus prendre sa voiture, ne plus acheter tel ou tel produit. Et donc ça, c'est un vrai sentiment d'injustice. Je ne sais pas, j'en profite un peu pour faire de la pub pour les amis de la Fondation Jean Jaurès. Je ne sais pas si vous avez vu cette superbe note sur le climato-conspirationnisme, le climato-complotisme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne croient pas ou qui se laissent berner par des discours anti-climatiques ou qui ne croient pas en fait au réchauffement climatique ou à l'origine humaine du réchauffement climatique. Et leur étude elle est assez géniale parce qu'on voit très bien qu'il y a une vraie rupture entre les personnes qui ont des situations de vie assez précaires et ces croyances-là. Et donc, ça recoupe, je pense, cette contestation qui est le fait de dire aujourd'hui, pourquoi moi je vais devoir subir des changements dans mon quotidien alors que ce n'est pas moi qui pollue le plus. Donc, c'est, je pense, un sujet qu'on doit prendre très au sérieux. En effet, hein, tu as rappelé cela. Il y a un peu un scandale à ce qu'aujourd'hui, les principales mesures écologiques, elles soient faites au détriment de ceux qui polluent le moins. C'est bien ça le paradoxe que tu rappelais. Et moi, il y a une question qui me révolte absolument, c'est celle des fameuses ZFE, zones à faible émission. Moi, je vois à quel point les gens de mon territoire en plein la poire ne peuvent plus aller travailler, ne peuvent plus aller se soigner. Moi, je suis dans le premier désert médical de France, les gens ne peuvent plus aller travailler dans la métropole ni se soigner.
On dit finalement à un ouvrier intérimaire ou à une mamie qui a une Twingo qui a 25 ans, on lui dit que c'est elle, lui, qui est responsable de la pollution. Quand dans la même commune, c'est la métropole de Rouen, il y a Lubrizol, vous vous souvenez, il y a quelques années, et une vingtaine de sites Céveso. Voilà, donc on voit bien à quel point il faut construire ce projet d'une écologie populaire, car nous sommes évidemment tous climato-sceptiques, Sarah, et nous voulons bien sûr, nous savons, c'est notre génération aussi, hein, que l'écologie, la protection de l'environnement est le grand enjeu, le plus grand défi que l'humanité ait eu à connaître. Et justement, pour relever ce défi, il faut associer tout le monde, en particulier ceux qui polluent le moins et qui souffrent le plus. C'est le grand enjeu aussi de cette convention. On passe à la question suivante. Et là, c'est un brainstorming en français. Voilà. Donc, quel mode d'action pour la convention? Voilà. Et donc, saisissez vos idées. On a mis 115 secondes. Alors, il faut rentrer une idée et l'entrée. Si vous avez plusieurs idées à rentrer, pour faire simple, il faut écrire plusieurs fois. Il ne faut pas tout écrire d'un coup, comme ça va s'afficher à plusieurs reprises. Et là aussi, c'est pour prendre l'ensemble des idées de ceux qui n'ont pas pu prendre la parole tout à l'heure, notamment dans la manière dont on va faire campagne. Donc, on a parlé, nous, des auditions, des commissions d'enquête, des porte-à-porte, des fêtes populaires. Mais évidemment, le but, c'est que cette convention, elle soit construite avec vous tous. Donc, si vous avez des idées sur les modes d'action, et je pense que Laurent l'a aussi souligné tout à l'heure, il faut vraiment des modes d'action qui entraînent la captation et l'attention des personnes à qui on s'adresse. Et pas seulement des modes d'action assez figés au final qui, malheureusement, peuvent paraître parfois un peu éloignés des préoccupations. Moi, j'avais aussi j'ai toujours envie qu'on en parle à chaque fois qu'on parle des modes d'action du UPS, mais l'idée d'un parti de service, c'est-à-dire un parti qui rend des services du quotidien, et je pense à ce que disait Charlotte tout à l'heure sur la solidarité entre les familles monoparentales. Est-ce qu'on peut, nous aussi, pendant cette convention, faire des propositions de parti de service, c'est-à-dire un parti qui, dans ces fédérations, fasse de la garde d'enfants, de l'aide aux devoirs, ou bien tienne des réseaux de solidarité locaux, comme des collectes de denrées alimentaires? Je pense que c'est une vraie question qu'on doit se poser pour que le PS puisse aussi renouveler ses modes d'action et apparaître comme étant un parti utile. Très bonne idée de Sarah. Effectivement, on a un peu jeté nos idées sur le papier quand on s'est vu la première fois avec le comité de pilotage. Un certain nombre d'idées, mais on est vraiment très preneur des autres. Voilà, il vous reste une quinzaine de secondes. Donc, comme Sarah l'a dit, hein, quand vous avez plusieurs idées, vous la saisissez, entrez, vous en mettez une autre qui vous permettra de les afficher toutes sur votre écran. Voilà, et le résultat s'affiche dans quelques secondes. Voilà. Alors. Et après, vous pouvez voter pour les idées des autres. C'est le petit truc qu'on n'a pas dit. Voilà. Ce qui permet aussi de voir quelles sont les idées qui recueillent le plus de suffrages. Voilà, je veux dire qu'il faut cliquer dessus, c'est ça, pour. Alors voilà, ça s'affiche. Voilà, donc ils sont regroupés. Donc on nous parle de porte-à-porte. Alors voilà, c'est pas le début de la prise d'ici, mais sur l'écran de retour qu'on a, on ne voit pas très bien. C'est écrit petit. Est-ce que là, il faut voter voilà. ou est-ce que ce sont déjà les. D'accord. Donc là, sur les modes d'action, ils ont été regroupés. On a quand même pas mal de choses. On a des conférences citoyennes, on a de l'aide concrète, c'est partie de ce que j'expliquais sur le parti de service, donc ça revient plusieurs fois. Tu as influencé. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Aide concrète, proposer des aides. Je revois les fêtes, auditions, ça fait partie aussi de. Parlement populaire, ce qu'on veut faire un peu avec ça, ouvrir. Je vois micro libre en place publique, ça peut être intéressant, oui, ça, on n'y avait pas pensé. Très bien. Alors, les places publiques, moi, j'ai un peu fait avec un ancien camarade socialiste, Arnaud Montebourg. C'est plus difficile parce que les gens qui parlent en micro libre en place publique sont ceux qui sont plus habitués à parler que dans des salles où une demi-heure, trois quarts d'heure, tout le monde s'exprime. Mais oui, pourquoi pas, essayons de le faire, un micro libre en place publique. Très bonne idée. Plus efficace sur les réseaux sociaux, oui. Il faut aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous promis, on ne les fera pas financer par le fonds Marianne. Alors, je ne sais pas qui a marqué plus de Philippe et Boris. J'imagine que c'est toi qui as mis. Ouais. Non. Voilà. Réunion en TER. Tiens, j'avais pensé les réunions dans des trains. Il y en a aussi un autre qui y avait pensé. Voilà. Intéressant. En tout cas, on prend des réunions dans des modes de transport, soit train, métro ou autre. Pour avoir fait ça effectivement pendant une campagne présidentielle, le problème des réunions en TER, c'est qu'il n'y a personne dans les TER en journée. Et quand il y en a beaucoup, en revanche, le soir, et donc du coup, on ne peut pas parler parce que
tellement mal fait qu'en fait, tout le monde est au même moment dans le TER et donc soit il y a beaucoup trop de monde, soit il n'y a pas assez de monde. C'est difficile à faire, mais c'est une très bonne idée. Mais aussi un film de grand public, c'est vrai que les ciné-débats, des théâtres débats, des concerts débats, faire entrer aussi la culture, on n'en a pas assez parlé. Nous, on pense à plusieurs écrivains, dont d'ailleurs on a mis les ressources sur le site de la Convention, qu'on aimerait auditionner. Le ciné-débat, c'est aussi un moment d'échange qui permet autour d'éléments qu'on ne voit pas forcément tous les jours ensemble, de pouvoir trouver ensemble des réponses aux questions qu'on se pose. Allez, alors on va passer au vote. Alors, comment ça se passe? Vous cliquez sur, voilà, c'est le moment de voter, donc vous cliquez sur ce que vous souhaitez, après ça commence à voter. Vous choisissez ce que vous préférez, comme ça, nous, on aura une idée des solutions plébiscitées par vous. Voilà, vous avez 2 minutes pour vous décider. Peut-on voter plusieurs fois, Tristan? On peut ne pas voter, mais sinon on peut voter que pour une seule proposition. On peut voter pour plusieurs propositions. Voilà. Plus vous arrêtez là, parce qu'on va exploser le compteur des votes. On va arriver à 1000 votes. Can't stop the voting, Sarah. « 960 votes. Merci d'avoir été aussi assidu, aussi impliqué. Et d'être encore aussi nombreux. On me dit que vous êtes 150, plus de 150 encore connectés. Alors, en 22e place, non, 22 votes, pardon, renforcer les liens avec le milieu associatif et les syndicats. C'est la proposition qui a récolté le plus de votes. On voit encore qu'on a un parti avec une culture associative et syndicale. Oui, c'est quand même pas mal. Ce n'est pas étonnant. Bon, alors là, on est en train de vous dérouler sur votre écran. Vous voyez les scores. Alors, peut-être qu'on peut regarder les premiers, afficher les premiers, s'il vous plaît. Donc, avec 20 voix, le deuxième, c'est faire des réunions thématiques dans les quartiers. Cliquez dessus, pour qu'on puisse le voir. Voilà. Donc, 20 voix. Ensuite, 16 voix, consolider les services publics. Effectivement, vaste programme. Faire des manifestations festives. Voilà, ça correspond à ce qu'on veut faire. Fête populaire. Voilà. Super. 15, prise en compte des femmes et des hommes au milieu rural. Et oui. 14, propose un micro-trottoir. Ça ressemble un peu au porte-à-porte questionnaire que Sarah évoquait.
Faire une place aux jeunes dans les quartiers populaires, dans les partis, oui, bien sûr. Voilà, c'est la belle idée de parité populaire que nous portons. Impliquer les sympathisants, réunion dans les quartiers populaires, moment ouvert à tous, groupe de parole. Voilà, donc on a beaucoup de propositions. Alors, on a le podium qui s'affiche. Voilà, ça y est, c'est la technologie. Donc, podium, non, c'est le podium de ceux qui ont le mieux répondu aux questions. Pour les questions, il y avait des réponses. C'est Sandrine qui est au 3e, Vive les Landes qui est en 2e, et en 1, c'est JK. Voilà. Donc, écoute, JK, bravo. Il n'y voilà. a pas de prix prévu, mais. Ouais, y a pas de, voilà, peut-être. Alors en 4, c'était Rémi Goubert, j'ai vu le camarade, c'est le Cantal, c'est ça? Tout à fait. Et en 5, c'était qui? J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir non plus. En tout cas, on vous embrasse. Les Landes se démarquent aussi, c'est pas mal. Hein. Bravo à eux. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce caout, Sarah. Je pense qu'il est temps de clore cette convention. Merci vraiment pour votre participation. J'ai déjà de nombreux messages de camarades, de militants qui me disent que c'était un bon séminaire de lancement. Je pense que l'attente maintenant, elle est quand même assez forte. Hein. Ça met un peu la pression d'ailleurs, Philippe, sur le travail qu'on a à faire. Mais on a bien pris en compte l'ensemble de vos remarques, de vos appréciations. On va lancer très rapidement dans les prochains jours le comité de pilotage militant avec l'ensemble de ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, pour ceux qui se sont inscrits à la convention, vous allez recevoir le mail générique auquel vous pouvez répondre pour venir. Je pense que c'est vraiment important de faire la démarche. Et surtout, je le rappelle aussi aux responsables fédéraux qui sont encore là connectés, qui nous écoutent, c'est aux fédérations de se saisir de cette convention. Donc, c'est à vous de nous faire des propositions pour qu'on puisse très, très rapidement, dans les prochains jours, là, quasiment, demain, on saute dans un train, si j'exagère un peu, qu'on puisse venir faire des porte-à-porte, des auditions et des commissions dans vos villes, dans vos départements, parce que c'est là que ça va se passer. Voilà, donc on va se mettre au travail. Vous l'avez vu, on a commencé avec le comité de pilotage, on va continuer. On va vous effectivement transmettre cette boîte mail générique pour que vous puissiez nous écrire. Et de toute façon, vous avez probablement déjà nos coordonnées parce qu'elles circulent partout. Et vous pouvez nous écrire sur Twitter, sur Instagram, Facebook pour les plus anciens d'entre vous. Merci infiniment d'être resté présent aussi longtemps. Moi, Sarah, j'ai très grande confiance en vous et j'ai très grande confiance en nous pour mener à bien ce projet. On est, je crois, le seul parti politique de gauche à mener ce travail vraiment de fond sur la question des gens qui travaillent dur et qui ne sont plus aujourd'hui séduits par un discours de gauche. Et j'en suis extrêmement fier. Et ce soir, je suis plus que jamais fier d'être avec vous et fier d'être socialiste. Bonne soirée à tous et merci. À bientôt.